écouter nos deux collègues et puis éventuellement avoir quelques questions pour vous trois. Alors, Thierry, je te vois. Bonjour Thierry. Oui, bonjour à tous. Je vais essayer de vous lancer le. Je crois que ça va être celui-là. Oui, je pense que vous devez le voir là. Voilà, c'est parfait, monsieur, je vous remercie. Très bien, ben, merci Olivier, merci Camille de Chirurgie de recevoir l'ophtalmologie cet après-midi. Alors effectivement, je ne suis pas le président du CNP, mais actuellement le secrétaire général adjoint, parce que vous savez que quand on est président d'un syndicat, on ne peut pas être membre des instances dirigeantes du CNP, mais j'étais secrétaire général du CNP auparavant. Le professeur Cochin n'a pas pu se libérer cet après-midi. Elle a été nommée doyenne récemment de la faculté de Brest. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'historique des CNP. Il faut savoir que nous avions fondé l'Académie de l'ophtalmologie en 99. Donc, vous voyez, c'était il y a très longtemps. Et dès le départ, il y avait 4 instances fondatrices. C'était la Société française d'ophtalmologie, le syndicat des ophtalmologistes de France, qui représente à peu près les 2 tiers des ophtalmologistes, et la SFO étant à peu près 80% d'adhérents parmi les ophtalmologistes. Et puis à côté de ça, le COUF, donc les universitaires, et puis les hospitaliers non universitaires. Donc, dès le départ, l'objet, c'était de montrer une parole commune à l'ensemble des organisations fédératives de la spécialité, qui regroupaient les libéraux, les hospitaliers, les universitaires, les chercheurs, et puis être l'interlocuteur officiel finalement des pouvoirs publics, donc bien avant que les CNP soient reconnus. Je pense que ça a inspiré d'autres spécialités. Alors, on a fait les nouveaux statuts en 2009, après ce qui a été proposé par la FSM, et puis donc des nouveaux en 2019, et où nous sommes arrivés à la représentation de 50% de libéraux et 50% de spécialistes, alors qu'en fait, il y a 85% actuellement de libéraux en ophtalmologie, mais on a considéré que c'était aussi bien de maintenir la parité entre les libéraux et les salariés universitaires, puisque ça permettait finalement à chacun de s'exprimer correctement et puis de respecter la vie des autres et pas d'écraser les libéraux, enfin les hospitaliers par les libéraux. Donc il y a autant de postes à la Cité française, au syndicat, et puis 2 postes pour les universitaires et 2 pour les hospitaliers non universitaires, plus 2 personnalités invitées et puis des suppléants. Donc ça peut faire effectivement des réunions à 18-20 personnes, mais ça permet d'avoir beaucoup finalement de compétences. Alors, quelles sont les forces? C'est un peu celle de tous les CNP, c'est d'avoir un seul CNP par spécialité. Ça représente l'ensemble des modes d'exercice, hein, et même si chez nous, mais ça peut être l'inverse dans d'autres CNP où il y a beaucoup de salariés, on a une écrasante majorité de libéraux. Lorsqu'il y a une convergence des points de vue entre les 4 instances, c'est sûr que ça donne une force supplémentaire. Alors parfois, on fait une position commune, parfois on fait des propositions similaires suivant les différentes instances, et ce qui, dans certaines situations, finalement, c'est plus efficace que d'avoir une seule voix. Si vous avez 4 voix qui vont dans le même sens, des fois, c'est mieux que d'avoir une seule voix. On a été bien identifié comme étant l'interlocuteur de la spécialité par le Conseil de l'Ordre, par l'HAS. On verra tout à l'heure, moins par d'autres. Alors, les particularités de l'ophtalmologie, vous savez nous avons l'opération la plus pratiquée en France et de loin, c'est la cataracte, qui se fait majoritairement en ambulatoire. Actuellement, c'est plus de 90%, donc on est vraiment le fer de lance de la chirurgie ambulatoire. On a une spécialité qui est très évolutive, très attractive pour les jeunes, avec des modes anesthésiques extrêmement légers par rapport à d'autres spécialités. Il y a eu beaucoup de contraintes démographiques dont on est en train de sortir en ophtalmologie sur les 15 dernières années. On a parlé de filière visuelle, c'est peut-être la première spécialité. On a vraiment essayé de construire avec les professions qui nous entouraient, donc les orthoptistes d'un côté et les opticiens de l'autre, ce qu'on a appelé les 3 O. La délégation de tâches s'est beaucoup développée, elle se développe encore en ophtalmologie. C'est ce qu'on appelle le travail aidé, qui est un terme qui a vraiment été repris pour l'ensemble des spécialités et par les pouvoirs publics. Ça s'est d'abord développé en libéral, mais ensuite dans les hôpitaux. Donc, actuellement, tous les internes sont formés comme ça, avec la délégation de tâches, et ils s'installent à 90% avec des assistants. Il y a eu la régénérie des paramédicaux qu'on a drivé. Il y a une particularité, mais qui peut se trouver dans d'autres domaines, c'est qu'on a un poids du marché de l'optique énorme. On a le premier marché mondial d'optique par habitant en France, et ça représente plus du double du poids financier de l'ophtalmologie, même si on inclut les hospitalisations
le coût des interventions chirurgicales, les GHS, etc. Et il y a toute une nuée, je dirais, d'entreprises biotechnologiques qui sont autour de l'ophtalmologie. Et c'est vrai que le fait d'avoir développé la délégation de tâches, ça a stimulé cette industrie également. Alors, les actions majeures ces 10 dernières années, ça a été d'être un interlocuteur incontournable de toutes les évolutions législatives, réglementaires dans la filière visuelle, notamment dans la période de 2013 à 2016, où il y a eu plusieurs lois qui se sont intéressées à nous, comme la loi consommation, la loi Macron, la loi Touraine, et puis plusieurs PLFSS. De plus, on a eu à affronter 2 rapports IGAS qui n'étaient au départ pas très favorables. C'était le rapport fait par Dominique Voynet en 2015 et puis le dernier en 2019 qui a été publié durant le confinement, en fait, juste avant le 2e confinement, et avec lequel on est en train de discuter actuellement. Plus 2 rapports, la Cour des comptes, assez curieusement antagonistes. Le premier qui était très favorable, le deuxième qui s'est plutôt tourné vers le modèle anglo-saxon, mais qui n'a pas été appliqué. Alors, plus récemment, la période Covid a été un élément majeur pour le CNP, qui a fait beaucoup de recommandations, qui a beaucoup aidé la profession. On a par exemple été la première spécialité à faire des recommandations dès le 3 mars 2020, donc bien avant les pouvoirs publics, pour dire que tout le personnel, y compris les secrétaires, devait être masqué au contact des patients, ou alors il fallait fermer carrément le cabinet, quoi. Ça n'a pas été très bien compris au départ, mais bon, on a eu raison rétrospectivement. Alors, les autres actions principales, bon, on a fait aussi plusieurs rapports sur la filière visuelle, notamment celui que je vous montre à droite en 2011. Et ces rapports ont eu une importance considérable sur l'évolution de la spécialité de la filière visuelle, puisque avec le recul, on s'est rendu compte que finalement, tout ce qui était dans ce rapport a été mis en application plus ou moins rapidement par les pouvoirs publics, notamment en termes de démographie, l'ingénierie des orthoptistes, le travail aidé, les assistants médicaux. Les assistants médicaux dont on parle beaucoup depuis le plan Ma Santé, il faut savoir que c'est nous qui l'avions poussé en premier, en parallèle des orthoptistes, à partir de 2003-2004. Il y a aussi les protocoles de coopération suite à la loi HPST de 2009, les protocoles organisationnels qu'on a inventés pour les orthoptistes en 2016 et qui ont été repris pour les IPA. Actuellement, on discute également d'une éventuelle pratique avancée pour les orthoptistes. Bien sûr, il y a le problème du DPC, Visuchir, donc qui est une sorte de reclassement des actes chirurgicaux. Puis bien sûr, le rôle du CNP dans la hiérarchisation des actes, les nouveaux actes à reconnaître, etc. Et les recommandations avec l'HAS. À un moment, l'HAS avait contractualisé avec nous pour que l'on fasse des recommandations qui auraient été reprises par l'HAS ensuite. Ça a marché un peu, et puis après, l'HAS a décidé de faire autre chose. Alors, quelles sont les faiblesses que l'on peut voir actuellement, et peut-être pour l'ensemble des CNP? Jusqu'à présent, le financement n'était pas pérenne, était très faible, donc ça empêchait d'avoir du personnel en permanence. Et puis, en pratique, c'est souvent difficile de réunir ensemble des libéraux, des universitaires qui ont beaucoup d'activités à côté. Et parfois, ça nous a beaucoup embêtés, mais maintenant, c'est un peu plus facile, notamment avec les réunions en Zoom qui évitent aux gens de se déplacer. Il suffit qu'ils se libèrent 2-3 heures par-ci, par-là, ou alors on peut organiser ça le week-end ou le soir. Peut-être que le plus embêtant, en fait, c'est le manque de visibilité pour les ophtalmologistes de base, puisque dans notre spécialité, la SFO, la société savante, et puis le syndicat ont une visibilité très, très importante. Et donc, le CNP, pour beaucoup d'ophtalmos, ils ne comprennent pas trop ce que c'est et à quoi ça sert. Donc, il y a un vrai problème de visibilité, mais également de légitimité. Et puis, on a aussi encore la surprise de voir que certaines tutelles ignorent le CNP. Il faut que ce soit les instances, que ce soit la SFO ou le SNOF, qui leur disent que le CNP existe et qu'il faut également le consulter. Ça a été le cas, par exemple, lors de la mission IGAS en 2019, ou plus récemment avec la nouvelle conseillère santé pour les professions libérales d'Olivier Véran. Et puis la CNAM, pour l'instant, n'a pas de considération particulière pour le CNP. C'est vrai que pour les problèmes de cotation, c'est plutôt le syndicat qui est responsable. Alors, pour terminer, on peut dire que
CNP d'ophtalmologie répond actuellement à toutes les sollicitations d'expertise auxquelles il est soumis. Et puis, il y a une vraie expertise entre les différentes instances. On essaie de rendre cohérent tout ça vis-à-vis de l'extérieur, d'autant plus qu'on a quand même des interlocuteurs, notamment chez les opticiens, qui ont une puissance financière importante. Et c'est pour ça qu'on est aussi attentif à tous les projets, toutes les réflexions, des fois un peu bizarroïdes, qui viennent de certains endroits, pour ne pas les citer. Et actuellement, on a des gros problèmes avec des centres de santé ophtalmologiques où il y a vraiment des pratiques tout à fait anormales et qui relèvent même de l'exercice illégal de la médecine, sur lesquels on essaye d'alerter les pouvoirs publics. Ça a mis du temps, mais ça commence à porter ses fruits. Alors tout ça, ça fonctionne, mais quand même, faut quand même le rappeler, grâce à la disponibilité bénévole des membres du CNP, ce qui est peut-être un problème à moyen et long terme, vu que les missions des CNP augmentent constamment. Voilà, c'est ce que je voulais vous... Merci, merci Thierry. Juste quand même, on va laisser parler Philippe, mais si tu l'avais fait, le financement, il est pérenne. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Il est pérenne. Bon, alors le manque de visibilité vers la base, c'est un sujet qu'il va falloir régler, c'est-à-dire que les CNP doivent redescendre vers la base par ces structures. Alors ça commence à se faire dans certains CNP. Puis la CNAM, c'est vrai qu'elle ne s'y intéressait pas, mais elle s'y intéresse puisque dans la révision de la nomenclature, elle va nous solliciter pour solliciter les CNP pour désigner leurs représentants. Donc on progresse quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr.